6e et dernier épisode de cette série Hardware. Aujourd'hui, on va parler de la carte mère. C'est un choix volontaire d'avoir placé la vidéo sur la carte mère en dernier, car comme tu vas le voir, le choix de la carte mère, finalement, il est assez restreint, puisque tu dois absolument choisir une carte mère qui sera compatible avec tous tes composants, et tu vas voir, il n'y en a pas 50 000. Bref, on voit tout ça ensemble maintenant. Alors si on devait définir schématiquement le rôle d'une carte mère, c'est simplement un support électronique qui va permettre la communication de tous les composants du PC entre eux. C'est comme une forme de pont qui va venir relier tous les composants entre eux, et sans carte mère, il est donc impossible de monter un PC. Comme pour beaucoup de composants qu'on a vus jusqu'à l'heure actuelle, les cartes mères ont elles aussi différents formats. La question du format est cruciale. En fait, de façon très simple, ce qu'il faut retenir, c'est que le format de votre carte mère doit être identique au format de votre boîtier. Effectivement, si on s'intéresse de plus près au format, on va avoir des formats de carte mère eATX pour les grands boîtiers, des formats ATX pour les boîtiers qu'on va qualifier comme standard, et des formats micro ATX et mini ITX pour les plus petits boîtiers. Lorsque l'on va choisir sa carte mère, il faut absolument vérifier qu'elle soit compatible avec un certain nombre de composants. Grosso modo ici, on va retrouver ce qu'on a déjà dit dans les vidéos qui sont propres à chaque composant. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas déjà, il y a un moyen de vérifier très simplement la compatibilité de sa carte mère avec ses composants, c'est en se rendant par exemple sur le site de TopAchat, d'utiliser l'outil qui s'appelle le Configomatic et qui va en fait vous permettre de monter votre propre config. Alors c'est simplement une simulation, donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'acheter à la fin. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'outil a été construit d'une manière à ce qu'il ne propose que des composants qui soient compatibles entre eux. Donc clairement, si vous passez par cet outil pour monter votre config, il n'y a aucun risque. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le processeur, il faut que le processeur soit compatible avec la carte mère et ce sur deux aspects. Premièrement, vis-à-vis du socket, qui est pour rappel l'emplacement du processeur sur la carte mère et qui a une forme particulière en fonction de la marque du processeur et de sa génération. Ensuite, ce sera le chipset, alors qui lui va définir les possibilités qui te seront offertes par la carte mère, notamment en termes d'overclocking. En fait, le chipset définit le type de processeur pris en charge ainsi que les différents bus et les normes supportées, comme par exemple l'USB 2.0, l'USB 3.0, le PCI Express 3.0, 4.0, etc. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que du côté de chez Intel, les chipsets qui commencent par Z te permettront d'overclocker le processeur que tu connecteras, à condition que, là encore, tu choisisses un processeur Intel qui soit overclockable. Et pour cela, je te renvoie encore une fois à ma vidéo sur les processeurs. Les séries Z vont également te permettre de prendre en charge le multi-GPU Crossfire et le SLI. A l'inverse, les chipsets B et H sont uniquement destinés à un usage de bureautique, multimédia, on pourrait dire aussi entrée de gamme pour le gaming, mais ils ne te permettront pas de pousser ton processeur au-delà de sa fréquence prévue initialement. Du côté de chez AMD, les chipsets X et B te permettront d'overclocker. Et enfin, le chipset A est quant à lui réservé aux usages bureautiques et aux processeurs les moins performants. Alors, je vais pas faire la liste de tous les chipsets qui existent, de tous les processeurs et de toutes les générations. En revanche, tu trouveras en barre de description deux tableaux qui te résument de manière exhaustive tous les chipsets qui existent jusqu'à aujourd'hui et la compatibilité des processeurs qui y est associée. Comme on l'a dit dans la vidéo pour la RAM, il faut que la RAM soit compatible elle aussi avec la carte mère. En effet, il est crucial de vérifier cette compatibilité puisqu'elle va amener à une question, à savoir quelle fréquence maximale de RAM la carte mère peut-elle supporter. Parce qu'en effet, si on prend un exemple et que tu as une carte mère qui ne peut supporter au maximum que des RAM qui ont une fréquence de 3600 MHz et que tu achètes des RAM qui ont une fréquence de 4000 MHz, et bah tout simplement elles seront bridées à 3600 MHz, ce qui est dommage. Et il n'y aura aucun moyen de les débrider sauf à changer de carte mère. Donc plutôt que de te ruer sur ta CB et d'aller acheter tout de suite la première carte mère qui passe, vérifie bien la compatibilité. Concernant les cartes graphiques, alors là, en général, ça pose pas vraiment de soucis, mais il y a quand même quelques recommandations à suivre.
En fait, jusqu'à aujourd'hui, les cartes graphiques se branchaient directement à la carte mère via un port PCI Express 3.0. Néanmoins, on l'a vu avec la sortie des nouvelles cartes graphiques, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, que désormais, les cartes graphiques vont se plugger à la carte mère via un port PCI Express 4.0. Alors certes, je sais que Nvidia et AMD ont quand même fait des séries de leurs nouvelles cartes graphiques avec un PCI Express 3.0 pour pouvoir permettre une compatibilité à ceux qui avaient des PC un peu plus anciens. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que pour l'avenir, il vaut mieux prendre une carte mère qui a des ports PCI Express 4.0 et ce, même si ta carte graphique est actuellement en PCI 3.0, car dans le futur, si tu veux faire évoluer ta config, eh ben, ça te sera très utile et tu n'auras pas à changer ta carte mère. Là encore, comme on l'a dit sur la vidéo concernant les disques durs, en fonction du support de stockage que l'on choisit, la carte mère aura nécessairement son importance. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de personnes choisissent des SSD M.2 NVMe. Ces SSD M.2 NVMe se branchent en PCI 3.0, mais de plus en plus, ils commencent à se brancher en PCI 4.0. Donc là encore, premièrement, il faut s'assurer d'une bonne compatibilité entre sa carte mère et le support qu'on choisit. Et deuxièmement, ma recommandation serait de prendre une carte mère suffisamment récente pour qu'elle puisse accueillir du PCI 4.0. Comme ça, le jour où on veut changer de support de stockage et qu'on veut par exemple passer sur du SSD Gen 4, il n'y aura pas besoin de changer sa carte mère puisqu'elle aura déjà un port prévu pour ça. Alors là, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire le prix. Comme pour l'alimentation, la carte mère est un composant qui est central et donc il ne faut absolument pas faire d'économie sur ce composant. En d'autres termes, il va falloir y mettre le prix. Effectivement, comme je l'ai dit, la carte mère va permettre la communication entre tous les composants du PC. C'est donc un vrai pilier du PC. En conséquence, ce que moi je recommande par exemple pour un usage de type gaming, c'est de prendre une carte mère comprise entre 150 € et 250 € pour ceux qui ont plus de budget. Mais clairement, à partir de 150, 160, 170 €, les cartes mères sont déjà d'excellente qualité. Après, pour un usage bureautique, faut pas se prendre la tête, une carte mère à 100 € sera largement suffisante. On arrive donc à la fin de cette vidéo et à la fin de cette série hardware qui, je dois le dire, a été un petit kiff personnel. L'hardware est un domaine que j'aime beaucoup, néanmoins je veux pas que ma chaîne soit uniquement tournée autour de ça, je veux parler de la tech au sens général. J'ai pris un vrai plaisir à t'expliquer la manière dont fonctionne chaque composant, la manière dont il faut le choisir et aussi déconstruire certaines idées reçues qui sont malheureusement encore très largement véhiculées aujourd'hui. Et je trouve ça dommage, encore une fois, que sur des chaînes hardware, on trouve encore des fausses rumeurs qui sont véhiculées sur des composants et qui en réalité n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies. Encore une fois, pour ma part, ça a été un vrai kiff et pour toi, si ces vidéos t'ont été utiles, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire, ça m'aide énormément, mais vraiment énormément pour le référencement. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.